Une assiette en céramique explosa contre le sol en marbre, et le restaurant entier se figea. « Tu n'es rien qu'un meuble. » Le gérant grogna alors qu'une jeune serveuse tomba à genoux, se bousculant pour nettoyer le désordre. À ce moment exact, un téléphone de Tokyo commença à sonner, urgent, implacable, et personne n'osa y répondre. Ce qu'ils ne savaient pas était que la fille qu'ils humiliaient comprenait chaque mot sur le point d'être prononcé sur cette ligne. Dans les quelques prochaines minutes, un accord de 20 milliards de dollars tiendrait à un fil. L'empire d'un milliardaire vacillerait sur le point de s'effondrer, et les gens qui se moquaient d'elle placeraient sans le savoir leur destin dans ses mains. Elle semblait invisible, mais elle était la personne la plus dangereuse dans la pièce. Le son d'une assiette en céramique se brisant contre le sol en marbre résonna comme un coup de feu à travers la salle à manger du restaurant français le plus exclusif de l'Obsidian Manhattan. Espèce de petite souris maladroite et sans valeur. La voix appartenait à Marcus Sterling, le gérant de salle du restaurant, un homme dont les costumes étaient trop serrés et le tempérament trop court. Il planait au-dessus de Sophia Vance, son visage prenant une teinte violacée marbrée. Sophia tomba à genoux, ses mains tremblantes atteignant les éclats de la coûteuse porcelaine de Limoges. « Je suis désolé, Marcus, Monsieur Sterling. » Ma main a glissé. Je n'ai pas dormi. Je me fiche que vous n'ayez pas dormi depuis une décennie, siffla Marcus, repoussant un morceau de porcelaine de sa chaussure polie. Ce soir, c'est le dîner Thorne Yamamoto. Avez-vous une idée de la valeur nette assise dans les alcôves privées à une gare routière? Sophia ravala le nœud dans sa gorge. Elle avait besoin de ce travail. Elle en avait désespérément besoin. Son jeune frère Toby était assis dans un lit d'hôpital au Mont-Saï, attendant qu'un spécialiste approuve une chirurgie que l'assurance refusait de couvrir. Chaque dollar de ses doubles quarts allait au fonds Toby. « Je comprends, monsieur. Cela ne se reproduira plus, murmura-t-elle, balayant les éclats dans son tablier. « Il vaudrait mieux que non, ricana Marcus. Vous ne devez pas parler. Vous ne devez pas regarder monsieur Thorne dans les yeux. Vous versez l'eau, vous débarrassez les assiettes et vous disparaissez. Vous êtes un meuble, Sophia. Comprenez-vous meuble? » Sophia hocha la tête, se précipitant vers la cuisine pour vider les débris. En passant les portes battantes, elle attrapa son reflet dans la table de préparation en acier inoxydable. Des cernes sous les yeux, des cheveux bruns en désordre tirés en un chignon sévère, un uniforme qui pendait lâchement sur sa silhouette. Elle n'avait pas toujours été un meuble. Il y a 3 ans, elle était un prodige de la linguistique à l'Université de Columbia, avec une bourse complète, parlant couramment 4 langues, spécialisée dans les dialectes commerciaux de l'Asie de l'Est. Mais quand ses parents sont morts dans cet empilement sur l'I-95, l'argent de la bourse ne couvrait pas les frais funéraires ou les soins de Toby. Elle a abandonné, elle a disparu, et maintenant, elle n'était qu'une serveuse au l'Obsidian. Table 1 est en train de s'asseoir. Le chef cuisinier aboya. Vance, apportez le service d'eau maintenant. Sophia lissa son tablier, prit une profonde inspiration et sortit sur le sol. L'atmosphère à la table 1 était assez épaisse pour s'étouffer. Julian Thorne était assis à la tête de la table. Il était plus jeune que ce que les tabloïds le faisaient paraître, peut-être 32 ans, avec des pommettes aussi aiguisées que des rasoirs et des yeux de la couleur d'une mer orageuse. Il rayonnait une puissance froide et terrifiante. À côté de lui était assise sa vice-présidente et fiancée, Vanessa Cole. Elle était belle, blonde, et regardait le personnel avec un mépris ouvert. En face d'eux se trouvait la délégation Yamamoto. Kito Yamamoto, le PDG de Yamamoto Heavy Industries, semblait peu impressionné. C'était un homme plus âgé, traditionnel avec un visage de pierre. Mais il y avait un problème. Une chaise vide. « Où est-ce l'interprète? » demanda Julian, sa voix basse mais coupant à travers la musique jazz ambiante comme un couteau. Vanessa vérifia son téléphone, semblant troublée. « Je ne sais pas, Julian. L'agence a envoyé Simon. Il devrait être ici. Il ne répond pas.
Nous avons un accord de 20 milliards de semi-conducteurs sur la table. Vanessa, Julian dit, sa mâchoire se resserrant, Monsieur Yamamoto ne parle pas anglais et mon japonais est limité à commander des sushis. Réparez cela. Sophia s'approcha de la table, silencieusement, versant de l'eau pétillante dans le verre de Monsieur Yamamoto. Elle se déplaçait avec la grâce d'un fantôme. Yamamoto se tourna vers son assistant et marmonna quelque chose en japonais rapide. Insulte. Keru, n'est-il pas là? C'est une insulte. Partons. La main de Sophia se figea une fraction de seconde. Elle comprit chaque mot. Il voulait partir. Il se sentait irrespecté. Appelez l'agence au téléphone. Julian claqua à Vanessa, ne remarquant pas la serveuse. J'essaye, siffla Vanessa. Sophia finit de verser et recula dans l'ombre contre le mur, adhérant à la règle de Marcus. Soyez un meuble. Mais la tension montait. Yamamoto se leva et boutonnant sa veste. Il parla de nouveau plus fort cette fois. Pas de Mudada Thornson War. C'est une perte de temps, monsieur. Le Thorn nous méprise. Julian sembla paniquer. Il se leva, tendant une main. Monsieur Yamamoto, s'il vous plaît, juste un instant. Yamamoto ne comprit pas. Il s'inclina brusquement, un renvoi et se tourna pour partir. C'est alors que le téléphone sonna. Pas un téléphone portable, le téléphone fixe du restaurant situé à la station Matrey, près de l'alcôve VIP. La Matrey était absente, probablement en cuisine. Se faisant crier dessus par Marcus, le téléphone sonna de nouveau, fort insistant. Yamamoto fit une pause. Son propre téléphone portable vibra en même temps. Il le regarda, vit le numéro et son visage devint pâle. Il tâtonna pour répondre, mais ses mains tremblaient si fort qu'il laissa tomber le téléphone. Il glissa sous la table. Le téléphone fixe du restaurant continua de sonner. « Quelqu'un réponde à ce maudit téléphone !» cria Julien. Marcus sortit en courant de la cuisine, apercevant Sophia debout près de la station métro. « Vance, ne touchez pas à ça, retournez à la cuisine. » Mais Sophia vit quelque chose que les autres ne virent pas. Elle vit l'identification de l'appelant sur le téléphone fixe du restaurant. C'était un code international, plus 81 Japon. Et elle vit de la terreur dans les yeux de M. Yamamoto alors qu'il se débattait sur le sol pour son appareil. L'instinct prit le dessus, le même instinct qui fit d'elle une étudiante boursière. Sophia décrocha le combiné. « L'obsidienne, comment puis-je vous aider? » Une voix affolée à l'autre bout cria en japonais. « Moshi, gardez cette ligne ouverte. C'est la police métropolitaine de Tokyo. Nous essayons de joindre Kaio Yamamoto. Son suivi indique qu'il est à cet endroit. C'est une urgence concernant sa petite fille. » Les yeux de Sophia s'élargirent. Elle ne regarda pas Marcus. Elle ne regarda pas Vanessa. Elle regarda directement le PDG milliardaire Julian Thorn. « Tais-toi, Marcus, » dit Sophia, sa voix claire et autoritaire. Le restaurant entier devint silencieux. Marcus sembla avoir été giflé. « Excusez-moi. » Sophia l'ignora. Elle passa à un japonais supérieur impeccable. « Police métropolitaine de Tokyo. Oui, Yamamoto-sama est ici. Veuillez patienter. Je faciliterai la connexion immédiatement. » Elle passa devant un Julian Thorn stupéfait, tendant le combiné au PDG japonais qui venait de se lever après avoir récupéré son téléphone. « Yamamoto-sama, » dit doucement Sophia, s'inclinant à l'angle parfait de 45 degrés requis pour le respect. « C'est la police de Tokyo. Cela concerne votre petite fille Ayeko. » Le silence dans la section VIP était assourdissant, rompu seulement par la respiration lourde de l'industriel japonais. Monsieur Yamamoto regarda la serveuse, cette fille, dans un tablier taché, comme si elle était un esprit. Il prit le téléphone avec des mains tremblantes. « Moshi Moshi, bonjour, bonjour Kito, déçu. » Julian Thorn resta figé. Il regarda Vanessa, puis Marcus, puis de nouveau Sophia. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? »« Elle est virée. » Marcus bégaya, s'avançant, son visage rouge de rage.
Sortez, Vance. Comment osez-vous parler à un invité? Comment osez-vous? Julien leva une main, faisant taire Marcus instantanément sans même le regarder. Ses yeux étaient fixés sur Yamamoto. Les genoux du vieil homme fléchirent. Il laissa échapper un sanglot étouffé. Sophia bougea avant que quiconque ne puisse. Elle attrapa une chaise et la glissa sous lui juste au moment où il s'effondrait. Elle s'agenouilla à côté de lui, écoutant la conversation à sens unique. Yamamoto raccrocha le téléphone. Il sembla dévasté. Il parla dans l'air, sa voix creuse. Ils l'ont trouvée. Elle a été enlevée, kidnappée, mais les ravisseurs, ils demandent un code de vérification pour la fusion. Julien s'approcha. Qu'est-ce qu'il dit? Est-il d'accord? Sophia se leva. Sa posture avait changé. Elle n'était plus une serveuse. Elle était un conduit. Monsieur Thorne, dit Sophia, le regardant droit dans les yeux. La petite fille de Monsieur Yamamoto, Ayeko, a été kidnappée à Tokyo. La police a l'emplacement, mais les ravisseurs exigent un code d'autorisation sécurisé de son côté de la fusion pour la libérer. Ils croient que l'argent de la fusion a déjà été transféré sur le compte de détention. Le visage de Julien devint blanc. « Kidnappé, mon Dieu, dit-lui. Dites-lui que nous ferons tout ce dont il a besoin. » « Attendez, » l'interrompit Vanessa, sa voix aiguë. « Comment savons-nous qu'elle dit la vérité? » C'est une serveuse, Julian. Elle a probablement appris le japonais grâce aux animes. Elle invente ça pour attirer l'attention. Sophia tourna lentement la tête pour regarder Vanessa. Le regard était si foudroyant que Vanessa recula d'un pas. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Cole, dit Sophia, sa voix glaciale, le dialecte que Monsieur Yamamoto utilise est le dialecte de Kagoshima, spécifiquement la variation utilisée par l'ancienne génération de Kyushu. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les dessins animés. Maintenant, si vous voulez que cet accord survive et que la petite fille de cet homme vive, je vous suggère de me laisser faire mon travail. » Elle n'attendit pas la permission. Elle se retourna vers Yamamoto. « Yamamoto-sama, dit-elle doucement. Monsieur Thorne promet toutes ses ressources. De quoi la police a-t-elle besoin? » Yamamoto leva les yeux, les larmes aux yeux. La police est devant l'entrepôt. Mais les ravisseurs ont truqué la porte avec une serrure numérique connectée au serveur de mon entreprise. Si je force, cela efface les serveurs. Si je donne le mauvais code, cela déclenche un incendie. Je dois contourner le protocole de sécurité à distance. Mais mon ordinateur portable, je l'ai laissé à l'hôtel. Sophia traduisit rapidement pour Julien. Nous avons besoin d'un ordinateur portable. Julien aboya. Vanessa, donnez-lui le vôtre. Vanessa serra son sac. Mais il contient toutes les données internes sensibles de Thorne. Nous ne pouvons pas simplement laisser un ressortissant étranger accéder à notre réseau. Donnez-lui le satané ordinateur portable, Vanessa. Rugit Julian. Vanessa le lui tendit, tremblante. Yamamoto l'ouvrit, mais ses mains tremblaient trop violemment pour taper. Il regarda le clavier, confus par la disposition anglaise. Il leva les yeux vers Sophia d'un air suppliant. « Je ne peux pas. Mes mains et les lettres sont fausses. » Sophia regarda Julian. « Il ne peut pas taper. Il a besoin que j'entre les commandes de contournement pendant qu'il dicte la syntaxe. »« Faites-le, dit Julian. Alors, Marcus interrompit de nouveau, transpirant abondamment. C'est très irrégulier en termes de responsabilité, si elle touche l'équipement de l'entreprise. Marcus, Julian dit, sa voix terrifiante de calme. Si vous dites un mot de plus, j'achèterai ce bâtiment uniquement pour vous expulser, hors de ma vue. Marcus s'enfuit, Sophia s'assit à côté du milliardaire industriel. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Prête, Yamamoto-sama. Pendant les 10 minutes suivantes, le restaurant fut un centre de commandement. Yamamoto dicta des chaînes de codage complexes en japonais. Sophia les tapa dans le terminal avec une vitesse fulgurante, traduisant instantanément le jargon technique dans sa tête. Acheminé via le proxy,
Alpha 7 Delta contourné pare-feu. Autorisé. Sophia frappa la touche entrée. Ils attendirent. Le téléphone sur la table, toujours connecté à la police de Tokyo, était en haut-parleur, mais étouffé. 30 secondes passèrent, puis une voix crépita à travers le téléphone. Cible sécurisée, la porte est ouverte, suspect détenu. Echo est en sécurité. Je répète, l'enfant est en sécurité. Yamamoto s'effondra en avant, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable. Sophia laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle ferma l'ordinateur portable et se leva. Ses jambes étaient comme de la gelée. Elle regarda Julian. Sa petite fille est en sécurité, Monsieur Le Thorne. Julian regarda l'homme en pleurs, puis la jeune femme en uniforme taché bon marché qui venait d'orchestrer une opération de sauvetage à enjeu élevé. « Qui êtes-vous » demanda Julian, avec un véritable étonnement dans la voix. « Je ne suis que le mobilier, monsieur, » dit doucement Sophia. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller nettoyer la table 4 avant que Marcus ne me vire. » Elle se tourna pour s'éloigner. « Attendez » ordonna Julian. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Vanessa s'interposa. Elle avait retrouvé son calme et elle semblait furieuse. Elle vit la façon dont Julian regardait la serveuse avec respect, avec admiration, et elle détestait ça. « C'était de la chance, » dit Vanessa, forçant un sourire. « Dieu merci, ça a marché. Mais Julian, nous devons vraiment discuter de la violation du protocole. Elle a accédé au cadre principal. Nous ne savons pas si elle a planté un logiciel malveillant. C'est une serveuse désespérée, probablement à la recherche d'un paiement. » Julian fronça les sourcils. « Vanessa, elle vient de sauver la famille de cet homme et a créé un énorme risque de sécurité. » Vanessa rétorqua. Elle se tourna vers Sophia. « Vous pouvez partir maintenant. Nous vous enverrons un pourboire pour votre aide. Mais ne vous attendez pas à garder votre emploi après avoir accédé à du matériel exécutif. » Sophia sentit la piqûre des larmes. Bien sûr, ça finissait toujours comme ça. Les riches restaient riches et l'aide recevait le blâme. « Je n'ai rien planté, » dit fermement Sophia. « Je voulais juste aider. »« Allez !» Vanessa désigna la cuisine. Sophia regarda Julian, espérant qu'il la défendrait. Mais Julian regardait son téléphone, déjà occupé par les retombées, distrait par un message de son équipe de sécurité. Il ne vit pas Vanessa la chasser. Sophia ravala sa fierté, se retourna et retourna dans la cuisine. Marcus attendait. « Prenez vos affaires, » cracha-t-il. « Vous m'avez embarrassé. Vous avez dérangé les VIP. Vous avez terminé. Pointez, mais dehors. » Sophia attrapa son sac à main de son casier. Elle sortit par la porte arrière dans la ruelle pluvieuse, frissonnant. Elle avait sauvé la vie d'une fille, sauvé une fusion de plusieurs milliards de dollars, et sa récompense était d'être au chômage avec un frère malade. Elle sortit son téléphone pour vérifier son solde bancaire. 14 pas de don 52. Elle s'appuya contre le mur de briques et glissa, enfouissant sa tête dans ses genoux. Elle commença à pleurer. Soudain, la lourde porte métallique du restaurant s'ouvrit en grand. Sophia leva les yeux, essuyant ses yeux. Ce n'était pas Marcus, c'était Kito Yamamoto. Et derrière lui, Julian Thorne. Yamamoto parlait frénétiquement à Julian, désignant la ruelle. Julian la repéra. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air désespéré. « Mademoiselle Vance » appela Julian, trottant sous la pluie dans son costume à 5 000 $. Sophia se leva, prudente. « Je pars, monsieur. J'ai déjà été viré. »« Vous n'étiez pas viré, dit Julian. »« Oh, maman, dit Julian s'arrêtant devant elle, ignorant la pluie qui trempait sa chemise. « Et si vous l'êtes, alors je vous embauche. » Yamamoto s'avança et s'inclina profondément, une profonde révérence formelle de gratitude qui choqua Sophia. « Vous avez sauvé mon honneur et mon sang, » dit Yamamoto en japonais. « Je ne signerai pas ce contrat avec Thorne Enterprises, à moins que ce ne soit vous qui le traduisiez. Seulement vous. Je ne fais confiance à personne d'autre. » Julien regarda Sophia.
Vous l'avez entendu, l'accord est mort sans vous. Sophia regarda l'homme qui avait laissé Vanessa la renvoyer quelques instants auparavant. Elle redressa sa colonne vertébrale. « Mon tarif vient d'augmenter, Monsieur Thorne, dit-elle. Julian sourit avec un éclat dangereux dans les yeux. « Nommez votre prix. »« Je ne veux pas seulement de l'argent, » dit Sophia, pensant à son frère, pensant aux années d'invisibilité. « Je veux un poste, un vrai, et je veux des excuses de Marcus et Vanessa. » Julian tendit la main. « Accord, mais nous devons y aller maintenant. Les avocats s'attendent à l'étage et Yamamoto refuse de bouger tant que vous ne venez pas avec nous. » Sophia regarda sa main. C'était le moment, le coup du destin. Elle la prit. La montée en ascenseur jusqu'à la salle de conférence privée du penthouse de l'Obsidian fut d'un silence suffocant. Sophia se tenait dans le coin, son uniforme de serveuse humide de pluie sentant légèrement le savon à vaisselle et la vieille pluie. À côté d'elle, Julian Thorne se tenait comme une statue sculptée dans le marbre, rayonnant de chaleur et de puissance. Kito Yamamoto se tenait de l'autre côté, l'air épuisé mais regardant Sophia avec le regard protecteur d'un grand-père. Lorsque les portes s'ouvrirent, ils entrèrent dans une pièce qui sentait l'acajou et l'argent ancien. Une équipe de 12 avocats, 6 de Thor Enterprises et 6 de Yamamoto Industries levèrent les yeux. Ils attendaient le PDG. Ils n'attendaient pas une serveuse mouillée. Julian, le conseiller principal, un homme au visage acéré nommé Silas, se leva. « Nous attendions. La fenêtre pour l'annonce de la bourse de New York ferme dans 2 heures. Où est l'interprète? »« Elle est juste ici, dis-je en désignant Sophia. » Silas ricana, ajustant ses lunettes. « La serveuse. » Julian, soyez sérieux. Le contrat a des nuances concernant le droit de la propriété intellectuelle qui nécessite un linguiste juridique certifié. Pas quelqu'un qui lit les plats du jour. Vanessa Cole entra dans la pièce un instant plus tard, ayant refait son maquillage. Elle regarda Sophia avec fureur. Exactement ce que je lui ai dit. Silas, c'est une farce. Nous devrions reporter. Kito Yamamoto claqua sa main sur la table. La pièce sursauta. Il parla rapidement en japonais, désignant Sophia. Sophia prit une inspiration. Elle s'avança, sa posture se redressant. L'uniforme humide n'avait plus d'importance. Elle était dans son élément. « Monsieur Yamamoto dit, » Sophia traduisit, sa voix ferme et projetant à travers la longue table, que si quelqu'un d'autre que moi parle pour lui ce soir, il part. Il mentionne également que votre linguiste juridique certifié de l'agence est précédemment mal traduit coentreprise par prise de contrôle hostile dans l'email préliminaire, ce qui explique pourquoi il était déjà offensé avant le début du dîner. Silas pâlit. Je n'étais pas au courant de cela. Asseyez-vous, Silas, ordonna Julian, prenant le siège principal. Il tira la chaise à côté de lui. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît, asseyez-vous. Sophia s'assit à la droite de l'homme le plus puissant de New York. Pendant les 3 heures suivantes, Sophia Vance ne fit pas que traduire, elle orchestra. L'accord était complexe. Il impliquait des brevets de semi-conducteurs, des voies de navigation internationale et des subventions gouvernementales dans 3 pays. Lorsque les avocats de Thorne essayèrent d'introduire une clause sur l'autonomie des filiales, un piège juridique pour priver Yamamoto de tout contrôle sur ses propres usines. Sophia le remarqua. Elle ne le traduisit pas littéralement. Elle fit une pause, se tourna vers Julien et passa à l'anglais. « Monsieur Thorne, dit-elle doucement, de sorte que seul lui puisse l'entendre. Clause 14, section B. Elle implique que vous voulez vider son département R&D dans les 5 ans. Yamamoto valorise son héritage plus que le profit. Si je traduis cela tel quel, il le prendra comme une insulte à ses ancêtres. Voulez-vous les brevets ou voulez-vous déclencher une guerre? » Julien la regarda surpris. Il jeta un coup d'œil aux documents, puis à ses avocats. Il réalisa que son équipe juridique avait essayé d'être trop agressive sans son approbation directe. « Supprimez la clause 14, ordonna Julian, assez forte pour que tout le monde l'entende.
Changez-la pour un modèle d'équité partagé pour la R&D. Vanessa Aleta. Julian. Ça leur donne trop de levier. Cela permet de conclure l'accord, Vanessa, claqua Julian. Il regarda Sophia avec une nouvelle appréciation. Elle n'était pas juste un perroquet répétant des mots. Elle comprenait la psychologie de l'accord. À 23h45, Kaio Yamamoto déboucha son stylo plume. Il regarda Sophia, sourit et signa le document. La pièce éclata en applaudissements. La fusion était faite. 20 milliards de dollars sécurisés. Yamamoto se leva et s'inclina devant Sophia. « Merci, Vincent. Vous avez un esprit brillant. Ne le gâchez pas à servir de la nourriture. » Après le départ de la délégation japonaise, la salle de conférence se vida jusqu'à ce qu'il ne reste que Julian, Vanessa et Sophia. Julian desserra sa cravate. Il regarda Sophia, la regarda vraiment. « Vous avez étudié à Columbia? » « Oui, » dit Sophia sentant la montée d'adrénaline retomber. « Linguistique et relations internationales, première de ma classe. »« Pourquoi êtes-vous parti? »« La vie arrive, Monsieur Thorne. Les funérailles sont chères. La survie aussi. » Julian tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit un chéquier. Il écrivit quelque chose rapidement et le fit glisser sur la table en acajou. Sophia le regarda. C'était un chèque personnel de 50 ou 1000 $. Ceci est pour ce soir, dit Julian. Considérez-le comme des honoraires de consultation. Les mains de Sophia tremblèrent. C'était suffisant pour l'opération de Toby. C'était suffisant pour payer les dettes. Elle sentit des larmes monter à ses yeux. Je vous remercie. Et quant au poste, continua Julian, j'ai besoin d'un agent de liaison exécutif pour la division Asie-Pacifique, quelqu'un qui comprend la culture, pas seulement la langue. Le salaire de départ est de 150 000 $ par an, plus les primes. Je le prendrai, dit Sophia instantanément. Bien, rendez-vous à mon bureau à 88 heures. Apportez votre passeport. Attendez, dit Sophia, sa voix se durcissant. Nous avions un accord, Monsieur Thorne. Julian racla sa gorge, haussa un sourcil. Je viens de vous donner 50 000 et un emploi. Quoi d'autre? Vous m'avez promis des excuses? Dit Sophia, tournant son regard vers Vanessa. Vanessa, qui boudait près de la fenêtre, se retourna avec un ricanement. Vous plaisantez, je suis la vice-présidente des opérations. Je ne m'excuse pas auprès du personnel. Je ne suis plus le personnel, Vanessa, dit Sophia calmement. Je suis la liaison exécutive. Et techniquement, puisque l'accord Asie-Pacifique est maintenant la principale source de revenus de l'entreprise, je suis l'atout le plus important de ce bâtiment en ce moment. Julian cacha un sourire derrière sa main. Il aimait ce feu. Elle a raison, Vanessa, dit Julian, sa voix baissant à ce registre grave et dangereux. Vous avez essayé de la virer. Vous avez risqué l'affaire. Excusez-vous ou expliquez au conseil d'administration pourquoi nous avons perdu Yamamoto. Le visage de Vanessa devint rouge tacheté. Elle se dirigea vers la table, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait la chaise en cuir. « Je m'excuse, grogna-t-elle à travers des dents serrées. Je vous ai jugé prématurément. »« Merci, Vanessa, » dit doucement Sophia. « J'ai hâte de travailler avec vous. » Vanessa tourna sur ses talons et quitta la pièce en furie, la lourde porte claquant derrière elle. Sophia regarda Julian. « Soyez prudent, » prévint Julian, son expression sérieuse. « Vanessa est la fille d'un de mes plus gros actionnaires. Elle est protégée et elle ne pardonne pas l'humiliation. » J'ai survécu aux avis d'expulsion et à la fin, Monsieur Thorne, dit Sophia, serrant le chèque qui allait sauver la vie de son frère. Je pense que je peux gérer une fille en Prada. Julian se leva et se dirigea vers la porte, la tenant ouverte pour elle. Nous verrons, Sophia. Bienvenue dans la fosse aux requins. Le lendemain matin, Sophia Vance ne ressemblait pas à une serveuse. Elle avait dépensé une petite fraction du chèque dans une boutique ouverte 24 heures sur 24. Elle portait un blazer bleu marine sur mesure, un pantalon blanc impeccable et des talons qui claquaient avec autorité contre les sols en granit de la tour Thorne.
Ses cheveux étaient lâchés, cascadant en douces vagues, non plus tirés en un chignon sévère. Lorsqu'elle entra dans le hall, le gardien de sécurité, qui l'ignorait habituellement lorsqu'elle livrait des plats à emporter, s'arrêta et la fixa. « Carte d'identité ?» demanda-t-il. « Sophia Vance, agent de liaison exécutif », dit-elle, tendant son nouveau badge temporaire. Le scanner bipa vert. « Accès accordé, 50e étage, suite exécutive. » La montée en ascenseur fut douce, mais son estomac faisait des assauts. Elle envoya un SMS à Toby. « La chirurgie est réservée. Je t'aime. Sois fort. » Lorsque les portes s'ouvrirent au 50e étage, l'atmosphère était chaotique. Des téléphones sonnaient, des analystes couraient avec des tablettes et l'énergie était frénétique. « Vous devez être l'ouvrière de miracle. » Sophia se tourna pour voir un jeune homme aux cheveux roux en désordre et une tablette coincée sous le bras. « Je suis Léo. » Il sourit, tendant une main. « Chef de l'IT, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait avec le code du serveur japonais. Alpha 7 Delta, c'est du codage de portes dérobé à l'ancienne. Où avez-vous appris cela? Mon père était cryptographe pour la marine avant de prendre sa retraite. » Mentit Sophia en douceur. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle avait juste mémorisé ce que Yamamoto lui avait dit de taper. « J'ai appris quelques trucs. » Bien, eh bien, Julian attend. Salle de conférence B. Sophia descendit le couloir de verre. Elle sentait les regards sur elle. La rumeur avait fait des heures supplémentaires. La serveuse qui avait sauvé la fusion, la fille qui avait fait s'excuser Vanessa Cole. Elle entra dans la salle de conférence B. Julian était là, ainsi que Vanessa et 3 autres cadres. « Alors, » dit Julian, ne levant pas les yeux de ses papiers. « Bien. »« Bonjour, » dit Sophia, prenant un siège. Vanessa ne la regarda pas. Elle tapait furieusement sur son ordinateur portable. « Droit au but, » dit Julian. « Yamamoto est content que l'accord soit signé. Mais maintenant, nous avons la partie difficile, l'implémentation. Nous devons intégrer leur logiciel logistique avec le nôtre d'ici vendredi. Sophia, vous êtes le pont. Vous devez traduire les schémas techniques de leur équipe d'Osaka pour nos ingénieurs. » « Considérez cela fait, » dit Sophia. « Voici les fichiers, » dit Vanessa, faisant glisser un épais dossier noir sur la table. Sa voix était d'une douceur maladive. « Ce sont les schémas prioritaires. Julian veut qu'ils soient terminés d'ici 2 heures pour l'appel aux investisseurs. » Sophia prit le dossier. « 2 heures, c'est 4 heures, c'est 200 pages. Est-ce un problème? » Vanessa ricana. « Je pensais que vous étiez un prodige. » Julian leva les yeux. « C'est un délai serré, Sophia, mais nous en avons besoin. » Sophia ouvrit le dossier. Elle scanna la première page. C'était une physique d'ingénierie japonaise technique dense. « Je peux le faire, » dit Sophia, refermant le dossier. Elle ne donnerait pas à Vanessa la satisfaction de l'avoir transpiré. « Excellent, » dit Julian. « La réunion est élevée. » Alors que tout le monde sortait, Vanessa s'attarda. Elle se pencha près de l'oreille de Sophia. « Ne vous mettez pas trop à l'aise. »« Chérie, » Vanessa racla sa gorge, murmura. « Vous avez peut-être du paix, Julian, mais je connais les ordures quand je les sens. Vous serez de retour à verser de l'eau d'ici la fin de la semaine. » Sophia sourit, de la glace dans les yeux. « Et vous continuerez à compter sur les actions de papa pour garder votre travail. Excusez-moi, j'ai du travail. » Sophia trouva son nouveau bureau, un petit mais élégant cube de verre surplombant Central Park. Elle s'assit, fit craquer ses jointures et ouvrit le dossier. Elle commença à traduire, mais après 10 pages, elle fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Les schémas que Vanessa lui avait donnés, ils n'étaient pas pour le modèle de semi-conducteur actuel. Les dates sur les en-têtes dataient de 1988. C'étaient des plans archivés pour une technologie obsolète. Si Sophia traduisait cela et que l'équipe d'ingénieurs construisait l'intégration basée sur ceux-ci, tout le système s'effondrerait. Cela coûterait des millions à l'entreprise en retard, et Sophia serait blâmée pour avoir traduit les mauvais fichiers. Vanessa l'avait piégée.
Sophia vérifia le nom du fichier Projet Yamamoto même V1. Racla sa gorge. Il semblait officiel, mais c'était un piège. Le cœur de Sophia s'accéléra. Il était 11h10. La réunion était à 2h. Si elle allait voir Julian maintenant et se plaignait, Vanessa dirait que c'était une erreur honnête ou que Sophia avait pris le mauvais dossier. Cela ferait passer Sophia pour incompétente et pleurnicharde. Elle devait la déjouer. Sophia décrocha le téléphone de son bureau. Elle n'appela pas Julian. Elle appela le numéro qu'elle avait mémorisé la nuit précédente. Branch d'Osaka de Yamamoto Industries. Elle parla rapidement en japonais à la réceptionniste, puis fut transférée à l'ingénieur en chef. Ceci est Sophia Vance, appelant au nom de Julian Thorne. Je regarde le schéma envoyé. Je crois qu'il y a eu une erreur de transmission. Nous avons reçu les archives de 1988. Pourriez-vous nous faxer sécuriser les spécifications de 2025 directement sur mon terminal immédiatement? Nous avons une réunion du conseil d'administration dans 3 heures. L'ingénieur était horrifié. 1938, ce sont des données inutiles. J'enverrai le nouveau paquet crypté maintenant. 5 minutes plus tard, l'imprimante dans le bureau de Sophia prit vie. Les documents corrects. Sophia tapa furieusement. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle sauta le déjeuner. Elle ignora son téléphone. À 13h55, elle entra dans la salle de conférence. Les investisseurs étaient là. Julian était à la tête de la table. Vanessa était assise à côté de lui, un sourire suffisant plaqué sur son visage. « Sophia, » dit Julian, « avez-vous les traductions? »« Oui, » dit Sophia, plaçant un document relié sur la table. Vanessa tendit la main. « Laissez-moi vérifier d'abord. Nous ne pouvons pas avoir d'erreur. » Vanessa ouvrit le document. Son sourire disparut. Elle s'attendait à voir des descriptions de tubes à vide et de rayons cathodiques obsolètes. Au lieu de cela, elle vit une architecture précise de puces quantiques de pointe. Elle leva les yeux vers Sophia, ses yeux écarquillés de choc. « Tout est satisfaisant, Vanessa? » demanda innocemment Sophia. « C'est correct, » bégaya Vanessa. « Bien, » dit Julian. « Commençons. » La réunion fut un triomphe. Les investisseurs furent impressionnés par la rapidité du plan d'intégration. Après la réunion, Julian demanda à Sophia de rester. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, » dit Julian. Il avait l'air fatigué, mais il y a autre chose. Quelque chose concernant l'enlèvement d'hier soir. L'estomac de Sophia se serra. La police a dit qu'elle était en sécurité. Elle l'est, dit Julian. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Mais mon équipe de sécurité a fait un audit médico-légal de la violation de données, le code que les ravisseurs ont demandé. Ce n'était pas juste une clé aléatoire. C'était un contournement spécifique pour notre serveur de New York. Il se tourna pour lui faire face. Les ravisseurs étaient à Tokyo, mais le code dont ils avaient besoin, il n'aurait pu être généré que par quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment. Quelqu'un qui savait que la fusion allait avoir lieu avant qu'elle ne soit publique. Sophia réalisa l'implication immédiatement. Vous pensez que c'était un coup monté de l'intérieur? Je pense que quelqu'un chez Tor Enterprises a travaillé avec les ravisseurs pour saboter l'accord, dit Julian sombrement. Ils voulaient que la fusion échoue ou ils voulaient ruiner Yamamoto. Qui était au courant de l'accord? Demanda Sophia. Le conseil d'administration, l'équipe juridique, Julian fit une pause, et Vanessa. Le sang de Sophia se glaça. Vanessa était mesquine, oui, elle était méchante. Mais était-elle un monstre? Était-elle capable d'orchestrer l'enlèvement d'un enfant juste pour arrêter un accord commercial? Pourquoi me dites-vous cela? Demanda Sophia, parce que Julian s'approcha, sa voix baissant à un murmure. Vous êtes la seule personne dont je sais avec certitude qu'elle n'était pas impliquée. Vous n'étiez qu'une serveuse hier. Vous n'avez aucun motif. Il la regarda dans les yeux et un instant, la barrière professionnelle s'amincit. J'ai besoin que vous soyez mes yeux et mes oreilles, Sophia. Tout le monde dans ce bureau est un suspect, surtout les personnes les plus proches de moi.
Juste à ce moment, le téléphone de Sophia vibra. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Elle le regarda. Texte. Vous avez eu de la chance avec les dossiers aujourd'hui. Mais si vous continuez à creuser, l'opération de votre frère ne sera pas la seule chose dont vous devrez vous soucier. Sophia laissa tomber le téléphone. Qu'est-ce que c'est? Demanda Julian, tendant la main vers elle. Rien, mentit rapidement Sophia, reprenant le téléphone. Si elle lui disait, il pourrait la virer pour la protéger. Elle avait besoin de cet argent. Elle avait besoin de sauver Toby. Je dois juste aller vérifier quelque chose. Sophia se retourna et sortit du bureau, son cœur battant contre ses côtes. Le jeu avait changé. Ce n'était plus seulement de la politique de bureau. Elle était traquée. Le gala du soleil de minuit était l'événement social le plus important de la saison new-yorkaise. C'était là que les alliances étaient forgées et les ennemis enterrés sous les sourires et le champagne. Vous y assistez, dit Julian, jetant une invitation estampillée or sur le bureau de Sophia. Le lendemain matin, Sophia leva les yeux de sa traduction des manifestes d'expédition. Monsieur, je suis une employée. Je ne pense pas que vous soyez l'agent de liaison exécutif de notre plus grand partenaire. Yamamoto sera là. Il ne parlera à personne d'autre que vous. Vous y allez. Julienne s'interrompit, ses yeux balayant sa simple blouse. Et vous devrez vous habiller en conséquence. J'ai demandé à Vanessa d'organiser l'envoi d'un styliste. L'estomac de Sophia se serra. Faire confiance à Vanessa pour l'habiller, c'était comme faire confiance à une vipère pour garder une souris. Effectivement, 1 heure plus tard, un sac à vêtements arriva. Sophia l'ouvrit dans l'intimité des toilettes des dames. Elle haleta, non de joie, mais d'horreur. La robe était une monstruosité jaune fluo choquante, avec un décolleté plongeant jusqu'à son nombril et un ourlet qui couvrait à peine ses cuisses. Elle ressemblait à un costume pour une soirée de célibataire bon marché, pas à une robe pour un gala de plusieurs milliards de dollars. Une note y était épinglée. Essayez de ne pas nous embarrasser. 20. Sophia vérifia l'heure. Le gala était dans 3 heures. Elle ne pouvait pas porter ça. Si elle le faisait, elle serait la risée de la ville et Julien serait humilié. Elle attrapa son sac à main et sortit en courant du bâtiment. Elle n'alla pas sur la 5e avenue. Elle ne pouvait pas encore se le permettre. Elle alla dans une friperie vintage à Chelsea qu'elle fréquentait pendant ses années d'universitaire. Elle y trouva une robe de soirée en soie vert émeraude vintage des années 1950. Elle était modeste, élégante et coupée à la perfection. Cela lui coûta presque tout ce qu'elle avait dans son compte courant, mais elle l'acheta. À 8 heures du soir, dans la grande salle de bal de l'hôtel Plaza, c'était une mer de diamants et de smoking. Julian se tenait d'en haut de l'escalier, Vanessa agrippée à son bras. Vanessa portait une robe argentée sur mesure qui ressemblait à du mercure liquide. Elle balaya la pièce du regard, un sourire cruel jouant sur ses lèvres, attendant que Sophia entre, vêtue du désastre jaune. Où est-elle? Julienne vérifia sa montre, agacée. Yamamoto demande. Elle a probablement eu froid aux pieds, ronronna Vanessa. Ou peut-être a-t-elle réalisé qu'elle n'a pas sa place ici, chérie. Elle est probablement de retour au restaurant où elle... Vanessa s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit. La pièce devint silencieuse. Sophia se tenait d'en haut de l'escalier. La soie émeraude flottait autour d'elle comme de l'eau. Ses cheveux étaient relevés en un chignon classique, révélant son cou. Elle ne portait aucun bijou. Elle n'en avait pas besoin. Elle ressemblait à une reine. Julien leva les yeux, le souffle coupé. Il secoua le bras de Vanessa sans même s'en rendre compte et se dirigea vers les escaliers. « Vous l'avez fait, » dit Julian, offrant sa main alors qu'elle descendait. « Et vous n'avez pas porté la robe que Vanessa a envoyée. » « Elle ne me convenait pas, » dit Sophia diplomatiquement, prenant sa main. « J'espère que celle-ci est acceptable. »« C'est parfait, » murmura Julien. De l'autre côté de la pièce, Vanessa les observait, ses yeux se rétrécissant en fende de haine pure. Elle sortit son téléphone et tapa un message. « Plan B, détruisez-la ce soir. »
La soirée fut un tourbillon d'introductions. Sophia charma la délégation japonaise, traduisit des blagues et navigua dans la fosse aux requins de la haute société avec grâce, mais elle resta alerte. La menace par SMS de la veille brûlait encore dans son esprit. Votre frère ne sera pas la seule chose dont vous devrez vous soucier. Elle garda un œil sur Vanessa. Vers 22 heures, Sophia s'excusa pour trouver un coin tranquille pour boire de l'eau. Elle se glissa derrière un grand pilier près des portes de la terrasse. C'est alors qu'elle entendit des voix. Elle devient un problème, Silas. Julian la regarde comme si elle était la seconde venue. C'était Vanessa. Calmez-vous, répondit une voix masculine. C'était Silas, le conseiller juridique principal. Laissez-la avoir son moment. Le transfert est prévu pour minuit. Une fois que les fonds de la fusion Yamamoto atteindront le compte de compensation offshore, nous déclenchons le numéro de routage secondaire et le blâme. Vanessa demanda. Tombe sur la personne qui a autorisé le pont de serveur. Silas gloussa sombrement. Sophia Vance. Nous avons utilisé sa connexion pour configurer le compte fictif ce matin pendant qu'elle était en réunion. Quand l'argent disparaîtra, les 20 milliards de dollars, il semblera que la serveuse a commis le plus grand cambriolage de l'histoire. Elle ira en prison à vie. Et vous, ma chère, serez là pour réconforter un Julien ruiné. Sophia se couvrit la bouche d'une main pour étouffer un halètement. Il n'essayait pas seulement de la faire virer. Il volait l'argent de la fusion et la piégeait pour détournement de fonds. Elle devait le dire à Julien maintenant. Elle se retourna pour courir vers la salle de bal, mais elle heurta une poitrine dure. « Vous allez quelque part, mademoiselle Vance. » C'était un garde de sécurité, mais pas un des membres habituels du personnel de l'hôtel. Il était énorme, avec une cicatrice qui lui traversait la joue. Il lui serra le bras assez fort pour lui faire un bleu. « Laissez-moi partir, » siffla Sophia. « Monsieur Silas veut parler. » L'homme grogna, la traînant vers les portes de la terrasse. « Julian !» cria Sophia, mais le groupe de jazz venait de commencer un morceau bruyant qui la couvrit. L'homme la traîna sur le balcon. Le vent froid lui frappa le visage. « Ne faites pas de scène. » Le garde grogna, la poussant vers la rambarde. C'était une chute de 20 étages. Vous allez partir tranquillement. Vous allez aller à l'aéroport et vous allez disparaître. Si vous le faites, votre frère vivra. Si vous rentrez à l'intérieur, eh bien, des accidents arrivent. Le cœur de Sophia battait contre ses côtes. Elle regarda la chute, puis le garde. Elle pensa à Toby. Elle pensa à la trahison. « Je ne vais nulle part, dit-il, sa voix tremblante mais défiante. Le garde tendit la main vers un taser à sa ceinture. Mauvaise réponse. Soudain, la porte du balcon s'ouvrit en grand. « Enlevez vos mains d'elle. » Ce n'était pas Julian, c'était Kaio Yamamoto. Et derrière lui, 2 de ses gardes de sécurité personnels, des hommes qui semblaient bien plus dangereux que le voyou engagé. Le garde se figea. « Retirez cette ordure !» aboya Yamamoto en japonais. Ces hommes bougèrent en un éclair. En quelques secondes, le voyou était à genoux, menotté. Julien sortit en courant sur le balcon 1 seconde plus tard, l'air affolé. « Sophia, j'ai entendu. Êtes-vous blessée? » Il vit la scène, le garde maîtrisé, les hommes au visage de pierre de Yamamoto, et Sophia tremblant dans sa robe verte. Julian se précipita vers elle, enroulant sa veste de smoking autour de ses épaules. Il regarda le garde. « Qui est-ce? »« C'est Silas, » dit Sophia, sa voix tremblante. « Et Vanessa. » Le retour à la tour Thorne fut silencieux et d'une vitesse terrifiante. Mamoto insista pour les accompagner, sa sécurité le suivant dans un SUV noir. « Expliquez », exigea Julian alors qu'ils entraient dans son bureau privé. Il avait ordonné à la sécurité de boucler le bâtiment. Personne n'était autorisé à entrer ou à sortir. Sophia lui raconta tout. La conversation qu'elle avait entendue, le plan pour voler les 20 milliards, le coup monté utilisant sa connexion. « Silas », murmura Julian, arpentant la pièce. « Il est dans l'entreprise depuis 15 ans. Il connaît toutes les portes dérobées de notre système financier. Et Vanessa,
demanda Julian, sa voix se brisant légèrement. Elle est dans le coup, dit doucement Sophia. Elle me déteste, Julian, mais elle déteste perdre le pouvoir davantage. Elle pense que si vous perdez l'argent, vous dépendrez de la richesse de sa famille à nouveau. Julian se dirigea vers son bureau et frappa du poing. Vérifiez les comptes maintenant. Léo, le chef informatique roux, fut convoqué. Il avait l'air endormi, mais se réveilla rapidement en voyant les visages dans la pièce. Il commença à taper sur le terminal de Julian. D'accord, vérification du compte de compensation Yamamoto, marmonna Léo. Fonds en attente, transfert en cours. Arrêtez ça, ordonna Julian. Je ne peux pas, dit Léo, la panique montant dans sa voix. C'est une commande d'exécution temporisée. Elle est verrouillée derrière un cryptage biométrique. Elle est configurée pour se déclencher à minuit. Ils regardèrent l'horloge murale. 23h48. Racla sa gorge. 12 minutes, dit Julian. 12 minutes avant que je ne perde mon entreprise. Qui a la clé biométrique? Demanda Sophia. Moi, dit Julian, et le conseiller général Silas. Silas n'est pas là, dit Léo, mais la commande a été initiée depuis l'intérieur du bâtiment. L'adresse IP source est la salle des serveurs au 15e étage. Il est en bas, réalisa Julian. Il est en train de désactiver manuellement les protocoles de sécurité pour forcer le transfert. J'y vais, dit Julian, sortant une arme de son tiroir de bureau. Non, Yamamoto s'avança. Mes hommes iront. Nous y allons tous, dit Sophia. Je connais la séquence de code qu'il utilise. J'ai vu les chaînes quand je traduisais les journaux du serveur. S'il change le routage, je pourrais être la seule à pouvoir repérer l'erreur de syntaxe et l'inverser. Julian la regarda. C'est dangereux. Mon frère est en jeu, Julien, je n'ai plus peur. Ils coururent vers les ascenseurs. Lorsque les portes s'ouvrirent au 15e étage, le couloir était sombre. Les lumières d'urgence clignotaient en rouge. Il a coupé le courant de l'étage, murmura Léo. Ils se dirigèrent vers la salle des serveurs. La lourde porte en acier était verrouillée. « Reculez », dit le chef de la sécurité de Yamamoto. Il leva une lourde botte et donna un coup de pied au loquet. Il a tenu. Il donna un nouveau coup de pied. Le métal gémit de l'intérieur de la pièce. Une voix crépita sur le système d'interphone. « Je ne ferai pas ça, Julian. » C'était Silas. « Si vous forcez la porte, je déclencherai la sécurité EMP. Cela ne volera pas seulement l'argent. Cela grillera tous les serveurs du bâtiment. Toutes vos données, tous vos brevets, tout votre levier parti. Pouf! » Julian appuya sur le bouton de l'interphone. « Silas, c'est fini. Nous sommes au courant, du coup montez. Il n'y a nulle part où aller. » « Au contraire, » Silas rit, un petit son distordu. « J'ai un hélicoptère qui atterrit sur le toit dans 5 minutes. Vanessa l'a arrangé. Elle est assez efficace quand elle veut. Maintenant, voici l'accord. Vous me laissez sortir d'ici avec le transfert et je ne brûlerai pas le bâtiment. Vous avez une assurance, Julian. Vous survivrez. » « Il bluffe, » murmura Sophia. « Il ne peut pas déclencher un EMP sans le mot de passroute, et il ne l'a pas. »« Comment savez-vous? » demanda Julian. « Parce que le mot de passroute est réinitialisé quotidiennement en fonction du caractère kanji japonais du jour du calendrier Yamamoto, dit rapidement Sophia. C'est un ancien protocole sur lequel M. Yamamoto a insisté il y a des années pour la coentreprise. Silas ne parle pas japonais. Sophia regarda le clavier sur la porte. Si je peux outrepasser le verrou d'ici, nous pouvons entrer avant qu'il n'exécute le transfert. Faites-le, dit Julian. Les doigts de Sophia volèrent sur le clavier. Elle devait contourner le verrouillage de Silas. 23h55. Allez, allez, elle racla sa gorge, marmonnant. À l'intérieur de la pièce, il pouvait entendre Silas taper frénétiquement. Il essayait d'accélérer le transfert. 56 p.m. 8! Cria Sophia. La lumière devint verte. Julien ouvrit la porte d'un coup de pied. Silas se tenait près du terminal principal. La sueur coulait sur son visage.
Il tenait un briquet au-dessus du capteur de chaleur des systèmes d'extinction d'incendie. « Reculez !» cria Silas. « Je vais le déclencher. Le gaz à l'eau nous tuera tous. »« Posez-le, Silas. » Julian visa son arme. « Où est Vanessa ?» cria Silas, l'air dérangé. Elle était censée signaler l'hélicoptère. Vanessa ne vient pas. Une voix résonna depuis l'embrasure de la porte. Vanessa Cole se tenait là. Mais elle n'était pas seule. Elle était menottée, flanquée de 2 agents du NYPD. J'ai appelé la police. Vanessa sanglota, son maquillage coulant sur son visage. Je n'ai pas pu le faire. Je voulais l'humilier, Silas. Je ne voulais pas aller en prison fédérale. Le visage de Silas se tordit de rage. Espèce de petite lâche. Il se jeta sur le clavier pour appuyer sur la touche entrée finale qui enverrait l'argent. Julian tira non pas sur Silas, mais sur la tour de serveur à côté de lui. Des étincelles jaillirent. L'écran vacilla. Silas plongea vers le clavier. Sophia se jeta en avant. Elle n'a pas plaqué Silas. Elle a plaqué le clavier, claquant sa main sur la touche ESC. Juste au moment où le doigt de Silas descendait, l'écran se figea. Une boîte rouge apparut. Transaction annulée. Silas hurla de frustration. Il sortit un couteau de sa ceinture et entailla Sophia. « Sophia !» cria Julian. Il laissa tomber l'arme et plaqua Silas. Les 2 hommes frappèrent le sol durement. Silas était désespéré. Se battant avec la force d'un rat acculé, il taillada le bras de Julian, tirant du sang. Mais alors une ombre tomba sur eux. Le garde de sécurité de Yamamoto intervint, attrapa Silas par l'arrière de sa veste de costume et le jeta contre le rack de serveur avec un bruit sourd et fracassant. Silas s'effondra sur le sol, inconscient. Le silence remplit la pièce, rompu seulement par le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement. Julian s'assit, serrant son bras ensemble. Il regarda Sophia. Elle respirait difficilement, assise par terre, sa belle robe verte maculée de graisse de serveur et de poussière. « Vous l'avez arrêté » respira Julian. « Vous l'avez sauvé. » Sophia regarda l'écran. L'argent était en sécurité. Elle regarda Vanessa qui pleurait dans le couloir alors que la police lui lisait ses droits. « C'est fini » murmura Sophia. Puis son téléphone sonna. La pièce devint d'un silence de mort. C'était le même numéro inconnu. Sophia répondit, le mettant en haut-parleur. Sa main trembla. « Bonjour. » Une voix parla, grave, déformée et calme. « Travail impressionnant, mademoiselle Vance. Vous avez arrêté Silas. Vous avez arrêté Vanessa. » Julian se figea. « Qui est-ce? » « Silas était un fou avide, » dit la voix. « Et Vanessa était un pion utile. Mais pensiez-vous vraiment que c'étaient eux qui menaient le spectacle? Ils n'étaient qu'une distraction. » Le sang de Sophia se glaça. « Où est mon frère? » « Toby dort paisiblement, » dit la voix. « Je ne suis pas un monstre, mais maintenant vous avez mon attention. Sophia, vous m'avez coûté 20 milliards et je recouvre toujours mes dettes. » La ligne se coupa. Julian regarda Silas inconscient, puis Vanessa en pleurs. « Il y a quelqu'un d'autre, » dit Julian, ses yeux sombres d'une réalisation terrifiante. « Quelqu'un au-dessus d'eux. » Sophia se leva. Elle marcha vers Julian et déchira une bande de tissu de sa robe coûteuse pour panser sa blessure. « Alors nous les trouverons, » dit Sophia, sa voix dure comme l'acier. « Et nous les ferons payer. » Julian la regarda. Cette guerrière dans une robe de bal déchirée. Et pour la première fois, il ne vit pas seulement une employée. Il vit une partenaire. Il tendit la main et toucha sa joue de sa bonne main. « Nous les ferons payer, » il accepta ensemble. 3 mois plus tard, la neige tombait doucement sur Manhattan. Sophia Vance se tenait devant l'Obsidian. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un manteau en cachemire et des boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière de la rue. Julian se tenait à ses côtés, son bras enroulé de manière possessive autour de sa taille. « Es-tu prête? » demanda-t-il. « Je pense que oui. » Sophia sourit. Il poussait en des portes. Le restaurant bourdonnait,
Mais au moment où ils entrèrent, le bavardage s'éteignit. Tout le monde savait qui ils étaient. Ils étaient le couple puissant de New York, le PDG milliardaire et la brillante vice-présidente exécutive qui avait démasqué la plus grande fraude d'entreprise de la décennie. Vanessa Cole et Silas attendaient actuellement leur procès dans un centre de détention fédéral. La voix au téléphone s'est avérée être le demi-frère éloigné de Julian, qui avait financé l'opération de Silas. Il avait été arrêté à Monaco il y a 2 semaines, grâce à une information de Kito Yamamoto. Mais il restait une question en suspens. Marcus Sterling. Après avoir été licencié par Julian cette nuit fatidique, Marcus avait réussi à se frayer un chemin de retour au restaurant sous une direction temporaire, affirmant qu'il était le seul à connaître les opérations. Il se tenait actuellement à la station Matre, l'air suffisant alors qu'il criait sur un jeune aide-serveur. « Vous avez laissé tomber une serviette, vous êtes un bon à rien. » Marcus ricana au garçon tremblant. « Je devrais vous virer tout de suite. » « Excusez-moi. » La voix de Sophia retentit. Marcus se retourna. Son visage devint pâle quand il vit Sophia. « Elle avance. » Marcus bégaya, forçant un faux sourire. « Quelle agréable surprise. Avez-vous une réservation? J'ai bien peur que nous soyons complets. Mais pour le bon vieux temps, je peux vous faire une place près de la cuisine. » Sophia ne cligna pas des yeux. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un épais document. Elle le claqua sur le pupitre. « Je n'ai pas besoin d'une réservation. » Marcus Sophia dit froidement. « Je possède le bâtiment. » La mâchoire de Marcus tomba. « Quoi? Julian a acheté la propriété, » dit Sophia s'approchant. « Et il m'a fait don de l'acte de propriété en guise de prime à la signature. Je suis le propriétaire de l'Obsidienne. Je suis votre patronne. » Le restaurant entier regardait. L'aide-serveur regarda Sophia avec des yeux grands et pleins d'espoir. « Maintenant, » Sophia dit sa voix, tombant un murmure qui portait le poids d'une guillotine. « Vous m'avez dit une fois que j'étais un meuble, que j'étais invisible. »« Sophia, s'il vous plaît, j'étais sous stress. » Marcus commença à transpirer. « J'ai une hypothèque. Et cet aide-serveur a un loyer. » Sophia désigna l'enfant. « Vous êtes viré, Marcus. Sortez. Et si jamais j'apprends que vous avez maltraité le personnel de service dans cette ville à nouveau, je ferai en sorte que vous n'obteniez même pas un emploi à récurer les toilettes à la gare routière. » Marcus regarda Julien pour de l'aide. Julien se contenta de sourire. « C'est la patronne, Marcus. Vous l'avez entendu. » Marcus baissa la tête. Il retira son badge nominatif, le posa sur le pupitre et sortit dans la nuit froide et enneigée, sans emploi et humilié. Sophia se tourna vers le jeune aide-serveur. « Comment vous appelez-vous? »« Léo, maman. »« Léo, vous êtes le nouveau gérant de salle. Traitez votre équipe avec respect. » Léo rayonna. « Oui, maman. Merci. » Sophia se retourna vers Julian. Il la regardait avec une adoration absolue. « Vous êtes terrifiante, » murmura Julian, la serrant contre lui. « J'adore ça. »« J'ai appris des meilleurs, » répondit Sophia. Julian tendit la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. La pièce redevint silencieuse. Kao Yamamoto, qui dînait à la table 1, leva son verre pour un toast. « Sophia Vance, » dit Julian, s'agenouillant au milieu du restaurant où elle avait l'habitude de nettoyer les sols. « Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé mon honneur. Maintenant, laissez-moi vous sauver une place à mes côtés pour toujours. Voulez-vous m'épouser? » Sophia regarda la bague, un énorme diamant jaune qui correspondait à la couleur de la robe laide que Vanessa avait essayé de lui imposer, réclamée et rendue belle. Les larmes remplirent ses yeux. Elle pensa à Toby, en bonne santé et en convalescence à la maison. Elle pensa à ses parents. Elle pensa à la fille qui versait de l'eau et rêvait de plus. « Oui, » murmura Sophia. « 1000 fois, oui. » Alors que le restaurant éclatait en applaudissements, Sophia réalisa que l'accroche d'ouverture était fausse. Elle n'était pas Cendrillon. Elle n'avait pas besoin d'une bonne fée. Elle avait juste besoin d'une chance de répondre à l'appel.
Et c'est ainsi que la serveuse invisible est devenue la reine de New York. Sophia a prouvé que le vrai pouvoir ne dépend pas du costume que vous portez ou de la table à laquelle vous êtes assis. Il s'agit de l'intelligence, de la gentillesse et du courage que vous portez en vous. Elle a affronté des milliardaires, des espions d'entreprise et des managers cruels, et elle a tout gagné. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Sophia? Auriez-vous répondu à cet appel téléphonique ou seriez-vous resté un simple meuble? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de romance, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous avons une histoire folle la semaine prochaine sur un sans-abri qui gagne à la loterie mais perd la mémoire. Vous ne voudrez pas la manquer. Merci.